Au départ, ce qui m'intéressait en écrivant sur l'amour, sur la multiplicité et la variété des histoires d'amour, c'est que justement c'était l'amour et pas le sexe. Des histoires multiples de sexe, on les a tous vues. Je ne dis pas qu'on les connaît d'expérience directe, mais en tout cas, on a une idée littéraire de ce que ça représente. Tandis qu'arriver 50 fois, comme dans ce livre, L'amour épurien, 50 fois à 50 histoires différentes, chaque fois avec non seulement une femme différente, ce qui pourrait aller sans dire, mais avec 50 regards différents, 50 circonstances, 50 cœurs différents de la part du narrateur, là, ça permettait évidemment de créer un effet de facette de la mouche, en sorte que presque toute la variété apparente des rencontres amoureuses puisse être un moment capté, prise en lumière. Mais il y avait autre chose dès le départ. Il y avait l'idée que ce qui m'intéressait dans le principe d'un amoureux professionnel, ou plutôt d'un amoureux perpétuel, c'est qu'il entre, qu'il arrive, qu'il se retrouve dans des lieux où il n'a aucune raison d'être, dans des lieux où on ne l'attendait pas. Avec peut-être le médecin, un médecin à l'ancienne, le médecin de famille, ou l'huissier de justice, l'amoureux est celui qui entre partout, qui entre dans les lieux où, normalement, le dispositif, l'univers, sont refermés sans lui, hors de lui. Et pourtant, il entre. Et contrairement au médecin ou à l'huissier de justice, il y entre, si je peux dire, de l'intérieur, alors que eux, le médecin, l'huissier, restent à la surface. Il y entre et il y a droit d'entrer jusque, dirons-nous, dans la salle de bain, dans la chambre bien sûr, et puis dans la salle de bain, c'est-à-dire dans les lieux d'intimité un peu narcissiques, hein, dans les lieux où il y a les brosses à dents, les flacons, les tampons de démaquillage, dans les cuisines où il y a des poubelles qui n'ont pas été rangées parce qu'il n'était pas prévu qu'ils soient là cette fois-là. Et donc il y a cette possibilité de voir ce qui n'est pas à voir. Si on imagine un instant cet amoureux qui est le frère ou le double du narrateur, mais pas évidemment lui-même, encore moins l'auteur, on imagine son réveil le matin de la première fois, ouvrant les yeux et découvrant cet univers sauvage, cet univers non conquis, hein, où d'autres vies, d'autres planètes, d'autres extraterrestres que lui se fructifient, se développent, se prospèrent, fonctionnent, existent. Il voit bien sûr les vêtements tordus sur les lits, sur les chaises, sur les fauteuils, sur les chaises, mais il voit les photos punaisées au mur, il voit le téléphone branché qui se recharge pour la nuit, il voit le verre abandonné, il voit le tiroir mal refermé, le placard avec les vêtements qui ne sont pas les beaux vêtements qu'on porte pour la rencontre amoureuse, mais les vêtements honteux, les vieux t-shirts, les vêtements du froid, de la disparition, de l'absence. Et tout ça lui est accessible. Et ça me paraissait extrêmement stimulant pour un écrivain d'avoir un module de fréquentation et de circulation infinie, représenté par cet amoureux perpétuel dont je parle, qui pouvait entrer et rester. Parce que si on poursuit un peu plus loin la fable, cet amoureux-là voit repartir, bien que ce soit chez elle la femme de cette fois-là, parce qu'elle a un travail ou un mari ou une autre vie, ou simplement parce qu'elle est pressée par quelques rendez-vous. Et il reste, et il se lève, et dans la cuisine, il cherche, il tâtonne pour trouver le verre, l'assiette, le couteau pour éplucher un fruit. Et vient le moment où il se rend compte dans la salle de bain qu'il n'a pas sa brosse à dents, et il va ébouillanter la brosse à dents pour pouvoir s'en servir, parce qu'il a peut-être mêlé ses muqueuses à la femme qu'il a rencontrée, mais il reste quand même quelques résidus de prophylaxie qui fait que la brosse à dents n'est pas la sienne. Donc tout ça, cette possibilité d'être à l'intérieur, le romancier qui a le droit d'en savoir plus sur les personnages que le public, et peut-être dans une certaine mesure que le personnage lui-même, ça, c'était pour moi le point de départ. L'espèce de jubilation de pouvoir dire la fête de l'amour, même si bien entendu il y a aussi un chagrin de l'amour, une perte de l'amour. Il y avait autre chose plus largement et qui repose sur ceci. Contrairement à une idée reçue, un écrivain sait toujours à peu près où il va. Bien entendu, en écrivant, il trouve des ressources de la phrase, du style, de la syntaxe, de la ponctuation. Bien entendu, il y a des événements qu'il n'a pas prévus et qui surgissent de sa plume, de son imaginaire, de l'instant de l'écriture. Mais, plus fondamentalement, en écrivant, c'est peut-être cela qui distingue un écrivain d'un auteur,
en écrivant, il cherche à rejoindre un objet imaginaire qui existe déjà, en tout cas qui se représente déjà. On écrit, me semble-t-il, pour rejoindre un modèle qui préexiste, qui n'a pas de visage, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de structure, qui n'a pas de plan, mais qui préexiste et qui permet toujours de savoir si on se rapproche ou si on s'éloigne du but. Et en écrivant L'amour épyrien, je savais depuis le début, quoique n'ayant aucune idée de la plupart des histoires que j'allais écrire, et certainement pas de leur forme, ni de leur attaque, ni de leur fin, je savais que je voulais obtenir une sorte de machine à l'envers qui renverrait non pas à l'expérience de l'amour, mais à la reconstitution de l'amour. J'entends reconstitution comme on nous apprenait quand j'étais à l'école, quelqu'un qui s'appelait Cuvier, à partir d'un os, avait reconstitué tout le squelette et toute la forme imaginaire d'un diplodocus ou d'un iguanodon. Et là, je pouvais reconstituer des choses qui n'existaient pas encore en tenant l'objet dur qu'est cet os, en le tenant dans la main. Il y avait évidemment cette idée que le meilleur de l'amour, c'est le flash de reconnaissance réciproque de la possibilité du bonheur amoureux, mais ce qu'il en reste, sauf peut-être pour des êtres plus hédonistes que je n'imagine ou que je ne suis, ce qu'il en reste, c'est pas tellement le souvenir d'un bon moment ou d'une grande joie ou d'une grande partie, c'est plutôt quand même l'amertume que cet amour, une fois de plus, n'ait eu lieu que pour ensuite, que pour très vite, cesser d'avoir lieu. Et cette histoire raconte cela à l'envers. C'est-à-dire qu'on a une multiplication de rencontres, dont je précise que ce sont des rencontres d'amour et pas des rencontres simplement de plaisir ou de complicité sexuelle. Mais il y a une fuite, non pas une fuite en avant, mais une fuite en arrière. Comme un homme ou un être qui est poursuivi par des tueurs et dont on ne comprend les mouvements qu'à partir du moment où on sait qu'il n'agit pas librement, qu'il ne voyage pas pour plaisir, mais qui galope avec derrière lui un péril mortel. Cet homme galope avec derrière lui un chagrin mortel. Et ce chagrin, c'est celui de la 51e fois. Ces 50 histoires d'amour en recouvrent une autre qui n'est pas dite ou pas réellement dite et qui est révélée par cette phrase qui surgit à un moment donné au milieu du texte à peu près, au milieu du livre. Je fuyais les femmes que j'aimais dans les bras de celles que j'aimais pas. À la fin, je les aimais quand même, tout était à recommencer. Mais, comme probablement tout écrivain, tout personnage et tout amoureux perpétuel a une part de mensonge, ou plutôt de tricherie, ou plutôt de déformation de la réalité, il y a une petite tricherie. Ce n'est pas les femmes que j'aimais, que pourrait dire le narrateur, qu'il fuit entre les bras des femmes qu'il n'aime pas, ce qui est bien vite dit. C'est sans doute une seule femme, et peut-être si présente que rien de tout cela n'a de sens si on ne comprend pas qu'il fuit. Mais il fuit vers où? Il ne fuit pas vers un endroit où l'amour cessera d'exister, où le chagrin ou le souvenir cessera d'exister. Il fuit vers l'endroit où tout peut recommencer. Et c'est la raison profonde pour laquelle, alors que je n'aime pas les gadgets et je n'aime pas la littérature conceptuelle, c'est la raison pour laquelle ce livre est organisé en apparence à l'envers, puisque on constatera, la première page annonce le chapitre 50 et la dernière le chapitre 1. Mais c'est parce que, par ce chemin rebours, on revient au moment où le narrateur se réveille, fatigué par toutes ces poursuites amoureuses qu'on a vues dans les chapitres précédents, et pourtant le téléphone va sonner, il va décrocher, et la voix qu'il va entendre au bout du fil, c'est la voix de la première fois. Donc, de cette histoire cachée, de cette histoire en plus, qui justifie toutes les autres, et qui est comme le petit minerai radioactif qui explique le comportement, les agitations, les perpétuels désirs d'amour, parallèles à une voix off qui dit toujours que l'amour est à fuir, non pas l'amour est à trouver. Et cette contradiction apparente a un sens profond, c'est qu'il ne s'agit pas de nombreuses histoires d'amour, mais de nombreuses fuites de l'amour à cause d'une seule, d'une première, qui est donnée à la fin, non pas entièrement, mais comme promesse, puisque le
50e et dernier chapitre s'achève par un appel qui va enclencher toute la suite et tout le livre.